Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Nous nous excusons pour le retard. Et puis ce soir, nous allons parler avec nos invités de la maladie d'Alzheimer. Notre thématique ce soir dans votre émission Santé 10, la maladie d'Alzheimer. Pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Pascal Souprayen, infirmier libéral. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ici ce soir. Nous avons avec nous Madame Christiane Laborde-Lecomte, aidante. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir accueillis. Et merci à vous de vous être déplacés. Nous avons avec nous Dr Tatiana Basilieu-Zozio, gériatre à la Polyclinique de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités. Surtout, docteur, gardez bien votre téléphone à proximité, parce qu'il peut peut-être sonner pendant l'émission. Pas impossible. Tout ça pour vous dire qu'elle est d'astreinte ce soir et que malgré ça, elle s'est déplacée et elle est venue ici, sur le plateau de Canal 10, pour vous informer. Juste à côté, Monsieur François Lemestre, qu'on ne présente pratiquement plus, on l'a déjà reçu dans notre émission Santé 10, président de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir et bonsoir à toute la Guadeloupe. Et merci à vous de répondre une fois de plus à notre invitation. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Dr Tatiana Basilieu, gériatre à la Polyclinique de la Guadeloupe. Première question, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un médecin gériatre ? Alors, un médecin gériatre, on va prendre l'exemple de la pédiatrie où le pédiatre s'occupe des enfants. Et bien, à l'inverse, le gériatre, il va s'occuper préférentiellement des personnes âgées. Donc, c'est un médecin, en fait, qui va prendre en charge de façon très globale la personne âgée, qui ne va pas s'intéresser uniquement à un organe. Donc, comme le cardiologue qui s'intéresse au cœur ou le néphrologue qui s'intéresse au rein, le gériatre, il va s'occuper de la personne âgée dans sa globalité et quelle que soit la pathologie, donc pas que la maladie d'Alzheimer, bien sûr. C'est un petit peu le médecin généraliste de la personne âgée, un peu. Tout à fait, on peut dire ça. Et d'ailleurs, au début, c'était beaucoup de médecins généralistes qui se spécialisaient ensuite en gériatrie. Et puis maintenant, on a de jeunes médecins qui, dès le départ, se spécialisent en gériatrie. Ce soir, nous parlons de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? Alors, la maladie d'Alzheimer, donc déjà je vais insister, c'est une maladie, parce que très souvent, des fois, on entend de façon commune « Ah ben je deviens Alzheimer, je perds la mémoire ». Non, c'est vraiment une pathologie, donc c'est pas forcément lié à l'âge, et c'est une pathologie qui va pas toucher que la mémoire d'ailleurs, qui va toucher plusieurs fonctions supérieures, plusieurs fonctions du cerveau lors de la maladie, qui va s'exprimer, donc bien sûr par des troubles de la mémoire qui vont s'installer progressivement, mais aussi par des troubles d'un autre type, comme par exemple des troubles du langage, des difficultés à s'organiser dans le temps, des difficultés dans l'écriture, dans la lecture. Et donc très souvent, en fait, on va commencer à s'inquiéter de la maladie d'Alzheimer quand vraiment les troubles de la mémoire sont déjà très avancés, quand il y a des troubles du comportement, alors qu'il faut savoir qu'en fait, la pathologie, elle peut se déceler et se dépister beaucoup plus tôt et surtout dès les premiers signes. Et surtout quand on parle en fait de maladie d'Alzheimer, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de maladies. On entend beaucoup le terme Alzheimer, mais en fait il y a d'autres formes, les maladies à corps de Lévy, les maladies frontotemporales. Et donc c'est vrai que pour arriver à un diagnostic précis, il faut être accompagné et il faut surtout une évaluation globale et pluridisciplinaire. Connaissons-nous les causes de cette maladie ? Alors, en termes de causes, on sait que la recherche en fait, a avancé beaucoup d'hypothèses. Donc, je pense que beaucoup de personnes ici ont entendu que c'est une maladie qui est neurodégénérative. Ça veut dire qu'en fait, les neurones sont détruits. Mais ensuite, le processus par lequel les neurones sont détruits, en fait, tous les médecins et tous les scientifiques ne sont pas encore d'accord. On sait qu'il y a une accumulation de protéines au niveau du cerveau. Donc, on parle de plaques amyloïdes, de protéines tau. Donc, ces protéines, quand elles s'accumulent, elles vont contribuer, entre guillemets, à la destruction des neurones, avec d'autres processus un peu compliqués. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les neurones sont détruits au fur et à mesure, d'abord dans les régions qui contrôlent la mémoire, les hippocampes, et puis au fur et à mesure dans tout le cerveau, et que cette destruction des neurones va contribuer malheureusement à faire apparaître des signes type troubles de la mémoire, troubles du langage, etc. Nous allons revenir avec vous tout à l'heure, docteur, pour que nous puissions parler des différentes étapes de cette maladie, que nous puissions aussi parler des traitements, comment soigne-t-on la maladie d'Alzheimer. Mais juste avant, je vais me retourner vers monsieur Pascal Souprayen, qui est infirmier libéral. Justement, Pascal,
quelles difficultés qu'on peut rencontrer quand on est face à un patient atteint de la maladie d'Alzheimer? Parfois, ces malades-là refusent les traitements par rapport à la démence qu'engendre la maladie. Comment ça se passe? Donc les difficultés que nous, infirmiers en structure, on va rencontrer, c'est physique et psychologique. Parce que la personne à Alzheimer, comme disait le docteur tout à l'heure, il y a une grosse désorientation dans le spatio-temporel. Donc il n'y a plus de repères dans l'espace et plus de repères dans le temps. Donc nous, notre rôle, c'est de rassurer, de recadrer ces patients. Mais on rencontre beaucoup de difficultés parce que c'est très compliqué. Donc il faut les recadrer, il faut les rassurer, il faut leur parler. Il faut. J'ai trouvé une petite astuce il n'y a pas si longtemps. Ils reconnaissent toujours leur prénom. Lorsqu'on on les appelle par leur prénom, à ce moment-là, ils se recentrent. Donc les difficultés que nous on rencontre, nous professionnels de santé, c'est ça en fait. Pascal, vous pensez qu'il y a peut-être une forme d'éducation à mettre en place pour l'acceptation des soins? Oui, au niveau de la famille, oui. Parce que le patient lui-même, il va nous voir arriver le matin, il ne sait pas qui je suis. Aujourd'hui, je vais dire salut, c'est Pascal. Demain, je lui dirai encore c'est Pascal, mais il ne va pas se rendre compte que c'est Pascal. Mais je pense que cette éducation, il faut la faire plus au niveau de la famille. Il faut que la famille puisse accepter déjà la maladie pour que la prise en charge et les soins soient plus adaptés. Vous pensez que le travail de l'infirmier face à un malade Alzheimer en structure, c'est moins compliqué que l'infirmier libéral qui va chez le malade? Oui et non. Dans les structures, il y a des aidants. On va trouver le médecin, il y a l'aide-soignant qui est là, il y a l'auxiliaire de vie qui est là. Mais nous, lorsqu'on arrive à domicile, on a le patient et la famille. Donc, lorsqu'on arrive le matin, on se retrouve... Il faut rassurer le patient et il faut aussi rassurer la famille. Donc, c'est difficile, très difficile pour nous. Parce qu'il y a des familles qui ne vont pas accepter, qui vont nous regarder comment on va tenir ce patient, comment on va l'emmener à la douche, comment on va lui tenir la main, comment on va... Est-ce que la famille est plus inquiète que nous et que le patient qu'on va prendre en charge, quoi. Alors, finalement, en quelque sorte, vous prenez en charge le patient, oui, mais vous êtes un peu obligé de prendre en charge aussi la famille. Ah oui, tout à fait. On peut pas abandonner la famille. Parce que un soin à domicile, ça va durer 30 minutes, avec ce type de patient, des fois 45 minutes. Mais nous, lorsqu'on part, on laisse le patient seul avec les dents ou la famille. Donc on est obligé de laisser quelques petites consignes pour que la journée se passe bien, pour le reste de la journée, jusqu'à ce qu'on revienne le soir. Et quand on revient le soir, il y a des comptes rendus qui sont faits sur la journée. C'est pas évident, mais on fait avec. C'est notre métier. On va revenir tout à l'heure, justement, on parlera de la famille. Vous allez nous dire si vous pensez peut-être que dans la famille, ils sont suffisamment formés, ils sont suffisamment informés face à cette maladie. On va en parler tout à l'heure. On va d'ailleurs en parler aussi avec Christiane Laborde-Lecomte. Mais juste avant, je voudrais me retourner vers Monsieur François Lemestre, président de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'association, est-ce qu'on pourrait faire une petite présentation de cette association? Alors, France Alzheimer, c'est déjà une association de famille, contrairement à beaucoup d'associations qui sont des associations de malades, par exemple la Ligue contre le cancer, ce sont des associations de malades. Nous, c'est vraiment une association de famille. France Alzheimer s'est créée il y a quasiment 30 ans, parce que c'est un combat de familles qui se sont regroupées pour faire reconnaître que la maladie d'Alzheimer était une maladie qui touchait un malade, mais qui touchait obligatoirement l'environnement familial. Et que cet environnement familial, il fallait qu'il y ait une reconnaissance de ce statut, puisque l'aidant familial, lui, s'occupe de son parent malade quasiment 24 heures sur 24. Une étude avait été menée à l'époque. Un aidant familial qui s'occupe de son parent malade en début de maladie s'occupe de son parent pendant 4-5 heures par jour. Et plus on avance dans la maladie, plus on va consacrer du temps, et ça allait jusqu'à 17 heures par jour. Donc c'est ça le combat de France Alzheimer, c'était de se regrouper et de dire la maladie est une maladie qui touche un malade, mais qui touche obligatoirement l'environnement familial. Très bien. Quelles sont les différentes actions que mène l'association? Alors justement, j'ai oublié le nom. Pascal, pardon. Il expliquait qu'effectivement,
quand il intervenait à domicile, par exemple, très souvent, il était confronté aussi avec comment dirais-je, avec la famille. C'est-à-dire que son rôle est de s'occuper de la personne qui est malade, mais il y a la famille qui est là. Et c'est une pathologie, la maladie d'Alzheimer, que tu pas dit, qui est un peu spéciale, qui fait qu'il y a des liens entre l'aidant et le malade qui vont vraiment devenir de plus en plus importants. Et l'aidant familial va considérer que la seule personne qui peut s'occuper de son parent, c'est lui, et que personne ne peut le faire, parce qu'il n'y a que lui qui comprend. D'accord ? Et c'est pour ça que des fois, les infirmiers peuvent être confrontés sur le terrain avec des familles. Et nous, on a mis en place, justement, par exemple, à France Alzheimer, on a mis en place une formation des aidants. On forme les aidants familiaux, on les forme gratuitement pour bien comprendre, déjà leur expliquer c'est quoi cette pathologie, la protéine tau, bêta-amyloïde, etc. Donc, on explique c'est quoi la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, après, on explique un peu la psychologie du malade et comment mieux accompagner son parent. Comme disait monsieur l'infirmier, Pascal, il disait que la relation qu'on aura avec un malade d'Alzheimer, si elle attaque les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles de la personne, elle n'attaque pas les sentiments. Ça veut dire que la relation que vous aurez avec un malade d'Alzheimer sera obligatoirement basée avec une relation positive, une relation avec des sentiments. Donc l'infirmier qui va venir, il va être obligé de parler très souvent avec la personne malade pour lui dire on va aller prendre la douche par exemple, ou il faut prendre tel médicament. Mais il va falloir obligatoirement avoir cette relation-là. Et du coup, les familles n'ont pas toujours cette compréhension. Donc on est là justement pour cette formation, pour qu'ils comprennent comment mieux accompagner leurs parents malades. Docteur, je vois que vous secouez la tête. Vous êtes entièrement d'accord avec ce qu'il est en train de nous expliquer, Monsieur le Maistre. Oui, absolument, parce que c'est ce qui est très particulier en fait dans cette maladie-là, c'est que on doit effectivement, par exemple, pour faire les soins, pour faire une toilette à un patient Alzheimer, il faut établir un climat de confiance, il faut établir une relation. Je parle en fait du moment de la toilette parce que ça, c'est quelque chose qui très souvent peut poser problème avec une personne qui peut refuser de faire la toilette pendant plusieurs jours. Et ça, c'est quelque chose en fait dont les familles ont déjà beaucoup de mal à parler. Ils vont avoir tendance en fait à le cacher. Et en plus derrière, quelle stratégie mettre en place? Parce que des fois on se dit, on ne peut pas rester 3-4 jours comme ça, donc on va obliger mon parent, on va obliger maman, papa à faire la toilette. Et pareil aussi au niveau des infirmiers, je parle des aidants familiaux, mais ça peut être aussi en structure. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on est là beaucoup pour accompagner, pour faire comprendre qu'il faut arriver en fait à établir ce lien. Moi, je dis toujours, il n'y a jamais d'urgence à faire ce genre de soins. Par contre, c'est sûr que créer l'environnement qui va pouvoir le permettre, ça prend et ça prend aussi beaucoup de temps. Et les familles sont des fois vraiment démunies parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans ces situations-là peuvent se développer ce qu'on appelle les troubles du comportement, avec beaucoup d'agressivité de la personne, mais parce qu'elle vit ce moment comme une agression, en fait. Et la solution, là, à ce moment précis, elle n'est pas médicamenteuse. Il n'y a pas un comprimé qui va faire que voilà, et bien d'un coup, il va adhérer. Aujourd'hui, comme disait Pascal, ça peut très bien se passer. Et puis le lendemain, je ne me souviens plus de qui est Pascal. Donc si Pascal, lui, il est pressé, il a son tour à faire, et ça ne va pas aller. Et ça peut créer vraiment une situation où la personne est agressive, se blesser l'infirmier, la famille est contrariée. Donc ça, c'est ce qui peut être très, très lourd pour l'aidant au domicile, qui du coup va avoir du mal à déléguer cette tâche en disant mais moi je sais comment faire la toilette à mon parent, je sais qu'est-ce qu'il va apprécier, qu'est-ce qu'il va pas apprécier, et donc ça montre quoi qu'en fait il va falloir s'intéresser à la personne dont on prend soin. Mon père ou ma mère il aime bien chanter, donc Pascal peut-être qu'il devra pour tel patient chanter, pousser la chansonnette pour créer le climat et arriver à faire le soin sans difficulté et surtout sans forcément un comprimé ou un médicament. Mais c'est ce qui fait aussi moi, je trouve tout l'intérêt, l'attachement qu'on peut avoir avec ces patients-là, parce que ce sont des patients qui sont très vrais. Quand ils parlaient des sentiments, c'est assez vrai, les sentiments, ils sont toujours là, même si les fonctions intellectuelles, elles sont dégradées. Mais c'est vrai que ça peut être aussi difficile à comprendre pour les familles. Nous parlons des aidants, et bien la transition est toute faite pour se retourner vers Christiane Laborde-Lecomte. Christiane, racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien... Donc, ma maman a actuellement 98 ans. Ça fait maintenant 15 ans que ma maman a l'Alzheimer. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était cette maladie. Pas du tout, parce que quand j'ai fait mes études, on parlait de démence il y a quelques années. J'étais à Saint-Martin. J'étais à Saint-Martin et je venais régulièrement en Guadeloupe. Et je trouvais que maman, au fur et à mesure, changeait de comportement. Était très agressive et puis avait des pertes de mémoire.
Et puis de plus en plus, c'était important. Et puis elle rangeait des choses à des endroits incongrus. Hein. Là, dernièrement, elle a rangé, elle passe son temps à ranger. Elle a rangé la serpillière dans le congélateur. Hein. Donc ça, je peux vous dire. L'autre fois, c'était le pain. Le pain était avec les produits de ménage, sous l'évier. Donc moi, pendant ce temps, je cherche partout, naturellement, où se trouve ça. Mais bon, et puis, du coup, je suis allée à une conférence qui était dans mon quartier, et c'était Monsieur Le Maistre, qui faisait une conférence sur l'Alzheimer, parce que bon, déjà je demandais qu'est-ce que c'était, et puis donc je suis allée. Et puis, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, je vais aller voir un neurologue, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est comme ça que je suis allée voir un neurologue qui a suivi. Et puis, j'ai informé mes sœurs comme quoi maman avait l'Alzheimer. Parce que moi, la difficulté, c'est que j'ai de la famille, mais qui sont hors de Guadeloupe. D'accord. Hein, donc vous êtes la seule présente pour votre maman. Voilà. Alors, je peux vous dire que pour le Covid, là, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple parce que je devais partir en France pour pouvoir me dégager, hein, pour pouvoir me détendre et tout ça. Ça n'a pas pu se faire puisqu'il y a eu le confinement, les heures, et puis après, il faut le motif impérieux. Et puis, donc, ça n'a pas pu être possible. Donc, depuis plus d'1 an, là, 24 heures sur 24, je suis à la retraite. Je suis à m'occuper de maman. Mais quand même, au fur et à mesure, quand même, malgré tout, j'ai eu quand même de la chance parce que j'ai été quand même bien entourée. Alors d'abord, j'ai commencé par faire la formation des dents à France Alzheimer. Très bien. Hein, ça vous a beaucoup aidé. Ah oui, ça m'a. Mais je me suis aussi perfectionnée parce qu'entre-temps, on oublie. Alors, en quoi cette formation déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cette formation? Alors, la formation, c'était sur les samedis. C'était durant plusieurs samedis. Hein, et il y avait une aidante et une psychologue. Très bien. Une psychologue. La psychologue parlait de la maladie. Qu'est-ce que la maladie, et puis il y avait aussi tout aussi pour les aides qu'on pouvait avoir, comment se comporter par rapport comment je veux dire, à certaines situations. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Et vous avez mis en pratique toutes ces petites choses? Il y a des choses que j'ai mis en pratique, et puis surtout, moi j'avoue que je demandais beaucoup de conseils. Et j'allais voir souvent Monsieur Le Maistre, mais j'ai aussi adhéré à d'autres associations pour avoir des compléments d'information. Hein, donc à Loïs Alzheimer, et puis aussi à G-Service aussi. Donc ces personnes-là m'ont apporté quand même beaucoup de conseils. Oui. De conseils, c'est comme ça que j'ai pu aller pour l'orthophoniste, parce que maman, elle mettait un mot pour un autre mot, hein, donc c'était plus du tout les choses. Et puis elle commençait à moins bien marcher, il y avait ça. J'ai pu faire de la musicothérapie pour la détente, et puis pour voilà. Et puis maman, elle a arrêté, et puis elle a été sous médicaments quand même. Hein, on va en parler tout à l'heure, voilà, avec elle a été sous le docteur. Et moi, je trouve que le médicament l'a beaucoup aidé. J'ai eu de la chance parce que elle l'a supporté. Et ça l'a stabilisée. Donc, elle n'a pas fait... elle est restée longtemps à des stades. Et elle a commencé à être moins bien à partir du moment où elle est partie au Sénégal, parce que j'ai une sœur qui vit au Sénégal, et puis moi, j'en pouvais plus. Donc, donc ma sœur est venue la chercher, et elle est partie 6 mois au Sénégal. Et puis moi, je suis allée la rejoindre.
la rejoindre 3 mois. Donc, par contre, ma sœur me téléphonait pratiquement tous les jours parce qu'elle avait des difficultés. Oui, face à certaines situations, oui. elle avait besoin de Voilà. savoir. Et puis même comment- ma maman, elle l'appelait pas, elle s'appelle Lise. Elle s'appelle Lise. Pendant tout le temps qu'elle était, elle l'appelait Christiane. Ah oui. Elle l'appelait Christiane. Et dès que je suis rentrée, que je l'ai revue, elle l'a appelée Lise une fois qu'elle a vu. Mais c'est difficile parce que c'est un travail d'haleine, parce qu'il faut tout surveiller. Déjà, il faut tout surveiller. Tout surveiller. Où c'est qu'elle a pu mettre ci? Parce que là, elle est adorable. Elle veut m'aider, elle veut faire tout ça, mais sauf que elle met à sa façon à elle. Donc voilà. Et puis une autre chose qui est très difficile, c'est l'angoisse du soir. Alors, l'angoisse du soir, là, il n'y a rien à faire. Elle a un médicament pour un anxiolytique pour diminuer son anxiété. Mais moi, ça ne sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. À partir de 5 heures du soir, le soleil commence à se coucher, et elle va fermer les volets. Déjà, elle va fermer les portes-fenêtres. D'accord. Après, elle va fermer les volets, et puis là, elle va sortir tout. Quand est-ce qu'il va arriver? Donc papa, donc son mari, ma grand-mère. Tout, et puis quand est-ce qu'il va arriver et pourquoi qu'il n'est pas là, et est-ce que toutes les inquiétudes. Et puis là, par exemple, la maison, elle est propriétaire de sa maison, mais qu'est-ce qu'elle va dire, la dame, si on est là, et pourquoi qu'on est là? Et puis, elle a perdu ses repères. Elle perd ses repères, elle se lève la nuit, et donc, plusieurs fois. Alors, l'autre fois, elle s'est levée la nuit 4 fois, toutes les heures, parce qu'elle pensait que, comme mes sœurs ne sont pas venues, elle n'a pas vu ses enfants, donc elles vont arriver. Donc, il faut laisser la lumière sur la terrasse et elles vont arriver. Il faut ouvrir les volets, pour montrer qu'il fait nuit, elle ne va pas partir. Voilà. Et puis, il y a aussi les fugues, mais elle m'en a fait 2, elle n'en fera pas 3. Elle en a fait 2, et c'était... Et pourtant, dès qu'elle me voit tout ça, je suis son repère, ça se passe bien. Et puis une autre chose aussi que j'ai remarqué, effectivement, c'est l'amour qui est important. Le toucher est important. Donc du coup, nous faisons des massages de bien-être maintenant. Ça y est, j'ai mis ça. C'est pas l'État qui paye, c'est moi. C'est pas l'État qui paye. Et puis une autre chose aussi elle va à l'accueil de jour grâce à G-Service. J'ai pu connaître l'assistante sociale. Maintenant, elle va 3 fois par semaine à l'accueil de jour. Donc, un coup de peau, c'est très très bien, ça lui plaît. Bien. Ça lui plaît, et ça a changé depuis 1 an, sauf que pendant le Covid, elle n'a pas été. Donc ça a repris. Mais voilà quelque chose aussi qui vous permet de souffler un petit peu. Oui. C'est très important. Oui. C'est de 9h à 16h. Ah oui. Ça peut... Ça aide. Alors, docteur, justement, parlons des traitements. Alors, je ne dis pas parce que je pense qu'il y a plusieurs traitements. Comment soigne-t-on la maladie d'Alzheimer? Alors, effectivement, il y a des traitements et une prise en charge qui est globale. Et, Madame a très très bien évoqué en fait les différentes phases. C'est pour ça que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Souvent quand on entend traitement, on s'attend à ce qu'on nous parle d'un médicament. Donc, est-ce qu'il y a des médicaments qui rentrent dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer? Oui. Maintenant, ce sont des médicaments, bien évidemment, qui sont prescrits par les spécialistes, qui sont actuellement, je pense que beaucoup de gens l'ont entendu, qui ne sont plus remboursés. Oui, depuis 2018, paraît-il. Voilà, donc ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des médicaments efficaces, puisque comme Madame le dit, pour certains patients, en fait, ça permet de stabiliser parfois les troubles. Ce ne sont pas des médicaments qui vont guérir la maladie, mais ils vont avoir
pour la plupart l'effet de ralentir la progression des troubles et du moins stabiliser. Pensez-vous que le fait que ces médicaments ne soient plus remboursés par la sécurité sociale, que c'est un frein pour certains patients? Ça peut l'être parce que c'est forcément un frein quand on vous dit on ne rembourse plus tel médicament. D'une part, en plus, ça décrédibilise un peu la prise en charge médicamenteuse pour les patients. Ça inquiète aussi les familles parce que pour ceux qui étaient déjà sous traitement et pour qui ça se passait bien, on se dit tiens, c'est plus remboursé. Il y a une espèce de défiance et il y a tout notre travail à faire. Maintenant, sur la motivation peut-être scientifique, effectivement, qu'il n'y a pas un niveau d'efficacité suffisant. Bon, ça peut se discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des neurologues et des gériatres qui s'occupent des personnes âgées, on s'est rendu compte que ça a fait sortir du circuit de soins certains patients, alors que ces traitements et cette prise en charge médicamenteuse permettaient de stabiliser le patient et surtout permettaient aussi d'introduire d'autres types de prise en charge. Parce que, comme j'ai dit, il y a le traitement médicamenteux, mais Madame le disait, il y a l'orthophoniste, il y a la musicothérapie, il y a la kiné, il y a le fait aussi d'avoir un environnement social autour qui est adapté, donc l'assistante sociale, tout ça en fait, ça fait partie en fait du traitement. Et souvent pour y accéder, on passe par le côté, je vais voir le spécialiste pour avoir les médicaments, et en fait ce spécialiste va vous accompagner aussi dans la démarche, mais il existe aussi d'autres prises en charge. Et la formation des aidants, pour moi, c'est quelque chose aussi de très très important dans cette prise en charge parce qu'on ne pourra pas nous suivre un patient Alzheimer si la personne avec qui il vit, elle n'est pas formée, elle n'est pas accompagnée. Je pense qu'on a tous entendu là le quotidien d'une aidante. Quand elle dit c'est 24 heures sur 24 et qu'à 22 heures elle veut partir, si on n'est pas formé aussi, on n'est pas préparé, on peut se retrouver dans une situation qui est très compliquée. Le phénomène de l'anxiété de la fin de journée. Je trouvais ça génial parce qu'il n'y a pas longtemps, je faisais une formation justement aux équipes où je leur expliquais ça, mais oui, et où je leur disais vraiment, 16-17 heures, quand la luminosité diminue, c'est décrit, ça décrit le phénomène du coucher de soleil, mais le simple fait là d'en parler, ça peut paraître, mais le simple fait de le savoir fait que les familles sont plus préparées. Ok, le médecin nous a expliqué qu'en général, vers la fin de journée, papa, maman vont s'agiter. Déjà, on le sait, donc on s'adapte. On va anticiper les choses et on va être moins démunis. En fait, alors que quand on ne sait pas ce qui se passe, tous les jours à 17h, 18h, il se passe quelque chose, on ne comprend pas en fait. Puis on s'énerve. Absolument, et puis on s'énerve. Et ça, c'est le combat aussi dans la formation des aidants, c'est de commencer à faire comprendre aux gens qu'il va falloir apprendre à laisser faire certaines choses et pas forcément vouloir être tout le temps dans la discussion et accepter en fait certaines choses. Donc c'est vrai que ça aussi, la formation des aidants le fait très très bien. Et c'est vraiment pas au niveau du médecin parfois qu'on a le temps de pouvoir le faire. C'est pour ça que souvent nous on renvoie vers l'association France Alzheimer. En fait, on travaille beaucoup avec eux parce qu'on sait que cet accompagnement-là il va pouvoir être fait et en plus par des gens en fait qui savent de quoi ils parlent. Quand vous êtes à l'association France Alzheimer, quand un nouvel aidant va arriver et va voir madame, là ils pourront discuter, échanger et puis ils vont se sentir compris puisque moi aussi c'est ça, l'expérience des uns, c'est absolument aux autres aussi. Et ce qu'on a mis en place aujourd'hui ne veut pas dire que ça va marcher demain. Mais le fait de discuter avec d'autres qui vivent ce qu'on a. Alors moi je l'ai vécu, mais parce que ma belle-mère qui avait la maladie est décédée maintenant. Mais c'est vrai que mon expérience a servi à certains et certains m'ont apporté de leur expérience par rapport à malgré les formations que j'ai faites, les formations que je fais, j'en apprends tout le temps et je reçois encore des familles aujourd'hui où je dis mais elle a eu cette idée-là, je l'ai pas eu à l'époque. Donc il y a des choses comme ça. Et pour en revenir à ce que disait le docteur Basileux, nous sommes le seul pays européen à avoir déremboursé ce médicament. Le seul pays européen. France Alzheimer s'est battu pour qu'on le remette en place. Après, c'est le pot de fer contre le pot de terre, comme on dit. On n'est pas encore passé, mais de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on gagne. Mais nous sommes le seul pays européen à dérembourser ce médicament, alors qu'il y a quand même des écrits, et comme disait le docteur Basileux, des neurologues, des gériatres et tout. Comme tout médicament, ce n'est pas un médicament qui guérit, puisqu'on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Et on ne meurt pas. La seule chose, c'est que ça permettait, dans beaucoup de familles, ça permettait de ralentir l'évolution. Si on arrivait à gagner 4, 5 ans, 6 ans dans l'évolution de la maladie, c'était ça que nous, aidants, on était contents d'avoir. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes le seul pays européen à avoir déremboursé ce médicament. Y a-t-il un âge pour attraper la maladie d'Alzheimer et est-ce qu'il existe un moyen de détecter la maladie à un stade précoce ? Alors, dépister la pathologie précocement, oui, surtout pour les formes familiales.
Alors c'est vrai qu'on décrit beaucoup en fait la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées, classiquement à partir de certain âge. Mais il faut savoir, d'ailleurs on en parlait juste avant l'émission, qu'il y a des formes en fait familiales avec des formes qui peuvent apparaître très très jeunes. Où je crois le patient le plus jeune, le plus jeune, 24 ans. Que tu me Oh là là. 24 ans. Mais ça, c'est vraiment des formes très spécifiques. Voilà, c'est vraiment familial, c'est vraiment génétique. D'accord. Globalement, c'est quand même une maladie qui survient à partir de certains âges, 70, 75 ans, parfois avant. On a souvent en fait les formes jeunes qui vont être plutôt gérées par les neurologues, les formes plus âgées vont être plutôt gérées directement par les gériatres. Et pour la possibilité en fait de faire des dépistages précoces, surtout sur les formes familiales, on peut faire des recherches sur le plan génétique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir être alerté par les signes précoces, parce que ce que l'on constate, c'est que souvent il y a un retard diagnostique. Quand nous, on nous amène en tant que gériatre des patients pour faire un diagnostic, c'est souvent à l'étape où il y a déjà des troubles du comportement assez avancés. C'est souvent ce qui fait réagir en fait les familles. Alors que les premiers signes peut-être qui étaient les premières pertes de mémoire, les premiers troubles du langage, les premiers changements de comportement. Tiens, mon parent est plus irritable, est plus agressif. Bon, on se dit c'est l'âge, c'est normal, et en fait, il n'y a pas forcément de consultation à ce moment-là. Alors que le jour où il y a un épisode de fugue, un épisode vraiment d'agressivité physique, là, on se dit, tiens, il faut aller consulter. Souvent, quand nous, on fait le diagnostic à cette étape de trouble du comportement, on estime que la maladie, elle est déjà là depuis au moins 10 ans. Donc, il y a un retard diagnostique. Sauf que, par exemple, on parlait de médicaments qui stabilisent la maladie, ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont pris précocement. Quand les troubles du comportement sont très, très développés, là, c'est plus trop le moment de prescrire, en fait, ces médicaments-là, qui souvent, d'ailleurs, même pour l'observance médicamenteuse, le fait de prendre un comprimé tous les jours à la même heure, chez un patient qui a des gros troubles du comportement, ça va être très difficile. Donc vraiment, l'idée c'est aussi d'alerter en fait la population sur les signes précoces de la maladie, donc les pertes de mémoire précoces, mais aussi les difficultés par exemple dans les tâches quotidiennes. Quelqu'un qui savait absolument gérer son repas, ses affaires très très bien, et puis qui commence à ne plus du tout pouvoir gérer seul, qui commence à avoir des moments où elle est désorientée, où elle s'égare avec sa voiture, peut-être que c'est le moment en fait de consulter. Consulter ne rend pas malade, ça permet de dépister la maladie et surtout de mettre en place les aides suffisamment tôt et dès le domicile. En fait, dès que ça devient répétitif, tout de suite être alerté. Ne pas dire que c'est l'âge, etc. Tout de suite être alerté et aller consulter. Des troubles de mémoire, on en a tous, ça nous arrive. En plus, la mémoire est liée à l'attention. Donc, vous rentrez chez vous, vous avez vos clés de voiture, vous les mettez là, mais en même temps, le téléphone, il sonne. Et du coup, vous mettez plus vos clés de voiture là, vous les mettez ailleurs. Et puis, paf, ça y est, je suis Alzheimer, j'ai perdu du temps. On n'est pas Alzheimer pour autant. Mais dès que ça devient répétitif dans des tâches quotidiennes, la personne commence à avoir des difficultés, elle perd des mots, elle cherche des mots, ou elle prend des mots bitins, par exemple. Le terme bitin en créole, elle va le dire à chaque fois dans toutes les phrases. Parce qu'elle n'arrive pas à remplacer bitin par le mot qu'il faut. Et là, voilà, quand ça devient répétitif comme ça, c'est tout de suite être arrêté, ne pas attendre. Ouais, il faut s'en inquiéter. Et plus tôt on prend en soin, je dis bien en soin. En soin. Plus tôt on prend en soin un malade d'Alzheimer, on a vraiment, à mon avis, l'occasion de faire... Bon, maintenant, il n'y a plus tellement de médicaments parce qu'il y en a qui le prennent encore. Je connais des familles qui prennent encore les médicaments parce qu'ils sont contents, même si c'est déremboursé, comme ils sont contents, ils le prennent. Mais on met en place des trucs non médicamenteuses, etc., où on va faire des activités. Voilà, où on va faire des activités pour mieux accompagner la personne malade. Pascal, vous allez donc dans des familles, vous allez voir vos patients. Est-ce que parfois vous avez le sentiment que certains patients devraient plus être en structure, mais c'est la famille qui ne veut pas? Oui, c'est délicat. Mais après, en Guadeloupe, il y a une culture. On est proche de nos parents, on ne va pas les abandonner, on ne veut pas même les mettre en maison de retraite, ils ne veulent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends le témoignage de madame, c'est dur. C'est dur, c'est 24 heures sur 24, le patient Alzheimer se réveille dans la nuit, erre dans la nuit. Ça aurait été mieux qu'il y ait beaucoup plus de structures, déjà pour accueillir ce type de patient, et je pense que la prise en charge aurait été meilleure. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a des hôpitaux de jour où le patient peut aller et voir autre chose, se retrouve avec d'autres personnes, où les dents aussi peut récupérer un peu dans la journée.
Mais c'est vrai qu'il aurait vraiment fallu qu'il y ait beaucoup plus de structures en Guadeloupe pour ce type de maladie. Les parents que vous rencontrez, Pascal, vous pensez qu'ils sont suffisamment informés et suffisamment formés face à cette maladie? Non, pas trop quand même. Faut vraiment qu'ils fassent des formations, quoi. Oui. Mais pour ça, pour pouvoir arriver déjà au stade de la formation, il faut déjà arriver au stade de l'acceptation de Ouais, la c'est ça. pathologie. Des dénis. Tant que le parent restera dans le déni, Ouais. ça va pas fonctionner. Ils vont pas y aller, ils vont pas accepter, ils voudront à tout prix prendre en charge leurs parents. Et pour eux, c'est pas très bon, quoi. Monsieur le maître, où en sommes-nous au niveau des statistiques, au niveau des chiffres concernant la maladie d'Alzheimer ici en Guadeloupe? Alors, il n'y a toujours pas d'études épidémiologiques. Ça fait des années qu'on aimerait bien que ce soit fait. Je pensais d'ailleurs que ça allait se faire, parce qu'il me semblait qu'il y a une convention qui avait été signée avec le CHU pour une étude qui devait être faite. Bon, mais quoi qu'il en soit, non, il n'y a pas d'études. Mais par contre, si vous discutez avec certains gériatres, certains neurologues et tout, quand on vous dit qu'il y a au minimum 5000 malades en Guadeloupe, c'est vraiment le minimum. Parce qu'à mon avis, on est plus proche des 10 000. Ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais on est plus proche des 10 000 que de 5 000. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Pascal. Sur les structures sur les structures. Des structures, il y en a. Il y a quand même pas mal. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de structures qui existent en Guadeloupe, notamment les EHPAD, etc. Moi, je ne suis pas du 100% structure. La structure, elle est, pour moi, devrait venir en secours des familles qui ne peuvent plus gérer le malade à domicile. Parce que si vous mettez, en plus, on a parlé de désorientation temporo-spatiale, si vous mettez un malade d'Alzheimer dans une structure, la plupart du temps, il risque d'être le pauvre complètement perdu dans une structure où il n'a plus ses repères, d'accord ? Mais on est plus dans le... Non, mais je... Non, mais ça se discute, hein? Non, ça se discute. Genre, Ça existe. Hein. on écoute votre point de vue. Le glissement des malades d'Alzheimer dans des EHPAD, ça existe et ça n'existe... si. Bon. S'il Après- n'est pas préparé... Après, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a effectivement des structures. La problématique, c'est que les structures coûtent très cher. Mettre un EHPAD aujourd'hui, ça coûte autour de 3 000 euros par mois. Donc il y a des familles qui aimeraient mettre en structure. Le problème, c'est que 3 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, c'est pas toutes les familles qui veulent faire. Après, vous avez ce qu'on appelle l'aide sociale, un terme que je n'aime pas, parce que c'est pas une aide, c'est un crédit qu'on vous fait. D'accord ? Donc vous allez mettre votre parent en EHPAD. Le conseil départemental va avancer l'aide sociale, donc va financer tous les mois. Elle va financer l'EHPAD de tous les mois. Que vous allez rembourser. Mais à la fin, il faudra le rembourser à l'héritage. Exactement. D'accord ? Et ça, vous avez. En fait, c'est un héritage. Oui, mais il y en a qui en ont. Il y en a qui en ont. Il y en a qui ont des terrains. Mais on voit les déchirements qu'il peut y avoir, parce que je vous garantis, moi, je suis intervenu sur une famille à Marie-Galante. 170 000 euros, on réclamait. Quand elle a mis son parent en EHPAD, elle ne pensait pas que ça allait lui coûter aussi cher. Ouais. Je voulais juste dire un truc par rapport aux EHPAD. Et je vais rejoindre le médecin. Il y a un gériatre. Qui dit gériatre, dit la personne âgée. On est dans un EHPAD. Dans l'EHPAD, on trouve des personnes âgées avec différents types de pathologies, avec une aile d'Alzheimer. Oui. Mais le personnel qui est en place dans cet EHPAD n'est pas formé pour les patients Alzheimer. L'aide-soignant ou l'infirmier qui est dans un EHPAD va prendre en charge une patiente d'Alzheimer comme il prend en charge un patient... Ça dépend quand même. Oui. Là, non. j'ai peur. Non. Pas. Nos amis qui travaillent dans les EHPAD, il faut quand même aussi... Ah non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas... Non, mais je veux dire plusieurs Parce choses. qu'une C'est-à-dire personne qu'en fait, Alzheimer, c'est dur à prendre en charge. Concernant la difficulté des EHPAD. Alors j'entends effectivement le discours de Monsieur le Maître. Je suis d'accord pour certaines familles, effectivement, où le placement n'est peut-être pas forcément la solution, mais déjà parce que là, tu parles de famille. Donc les patients qui sont entourés avec une famille, ou en tout cas où la famille est en Guadeloupe, effectivement, l'idée c'est d'accompagner le plus longtemps possible ce patient au domicile, d'accompagner la famille, de les former, de permettre qu'il y ait du relais. Mais certains n'ont pas Maintenant, ça. Hein. Parlons de la réalité en Guadeloupe. Il y a énormément de personnes âgées
qui sont Qui seuls sont seuls. Oui, ici, oui, avec je des suis d'accord, enfants qui je ne suis sont d'accord. pas sur place. Mhm. Et quand ils développent des troubles, la réalité, c'est qu'ils se mettent en danger. On est d'accord, on est Et d'accord. ces patients-là Oui, moi je parlais, sont je quand parlais dans même le cocon familial assez où on était. nombreux. Oui, Mais oui, et tu as raison, tu ce as cocon entièrement familial raison. dont tu parles actuellement, Il a un peu il est éclaté. souvent éclaté, il est souvent difficile et c'est très très compliqué. Moi, je veux vraiment qu'on déculpabilise les rares aidants qui sont des fois tout seuls à tout gérer et qui pensent peut-être un moment ou un autre à l'EHPAD et qui se le refusent parce qu'en fait, ils se disent non, je dois tout gérer. Et en fait, on a des vraies situations où en fait les personnes sont en danger en fait, seules au domicile. Oui. Donc l'EHPAD, ça peut être une solution. Il y a des EHPAD en Guadeloupe où les équipes sont formées pour recevoir des Oui, patients oui, Alzheimer. là-dessus, oui, Il y a là-dessus. des EHPAD où il y a des secteurs sécurisés. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est de ne pas écouter ce qu'on dit. Mhm. C'est-à-dire que si vous voulez vous renseigner sur l'EHPAD, il faut vous déplacer. Et vraiment, j'invite les gens vraiment à se déplacer. Pas juste se renseigner, prendre le papier. Non, le non, mais prospectus, se parce que déplacer, aller voir voir. le lieu, Quelles sont les voir les activités qui équipes, sont mises en voir place, les activités. Parce que sinon tout, il faut aussi qu'il y ait effectivement une relation de confiance qui se mette en place avec les équipes. Il faut, l'idéal, c'est effectivement de préparer, c'est-à-dire qu'il y a des EHPAD qui ont un accueil de jour. Voilà. Donc pendant un premier temps, la personne ira en accueil de jour. Voilà. Cette année-ci, je dois partir un mois, on va faire un hébergement pendant un mois temporaire. Et puis peut-être que si un jour il faut effectivement placer son parent, déjà là, ce sera moins une déchirure dans le sens où je connais l'établissement, mon parent aussi, l'équipe connaît le parent. Et c'est pas, c'est pas forcément une solution qui n'est pas bonne, c'est une solution parmi d'autres qu'il ne faut pas forcément rejeter. Alors, on entend beaucoup de choses dans les EHPAD avec des mauvais traitements, etc. Mais vraiment, j'invite les gens à aller se renseigner, à aller voir par eux-mêmes, parce que nous, on a des patients qu'on a mis en EHPAD, et au contraire, le placement a stabilisé les troubles, a permis aux gens de se resocialiser, et a permis aussi, en fait, justement, de mieux suivre. Mais là, je vais dans ton sens, tu as entièrement raison, et ça, c'est très souvent aussi des familles qui sont dans le déni. Et il va y avoir très souvent des conflits entre frères et sœurs. L'un va reconnaître que le papa ou la maman est malade et les autres refusent. C'est vrai. Et les autres refusent. Et il y a aussi notre société, qui est une société qui critiquons très souvent le regard des autres. Et vous allez mettre votre parent en EHPAD, vous aurez des gens, le voisin à côté, qui va vous critiquer. Mais comment est-ce que tu mets ton parent en EHPAD? Tu es en train de l'abandonner, etc. D'accord? Donc ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour revenir à ce que disait Pascal, oui, moi je pense que les structures en Guadeloupe, ça s'est bien développé. Et pour en connaître quand même pas mal, c'est vraiment avec du personnel formé pour la prise en soin des malades d'Alzheimer. De ceux que je connais. D'accord? Et très souvent, et le docteur Basileux a raison, très souvent, c'est mieux d'être en EHPAD qu'à domicile, parce que justement, ces conflits qui existent à domicile, qui sont très malsains pour la personne malade, lui, ne les aura pas en EHPAD. Alors, nous avons quelques questions de téléspectateurs. On a Dalila, qui est du côté du Canada, qui demande est-ce qu'on meurt de la maladie d'Alzheimer? Alors en fait, on ne va pas mourir de la maladie en elle-même, mais on va mourir en fait des complications liées à la maladie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de l'évolution, mais malheureusement au fur et à mesure, il y a une perte d'autonomie qui s'installe, avec très souvent des infections, des difficultés à la marche, des difficultés de déplacement, une dénutrition aussi progressive, et parfois pour certains patients, de grabbatisation. Et la personne âgée va mourir, en fait, soit d'une complication liée à une infection ou à autre chose, mais pas de la maladie en elle-même, des complications qui peuvent survenir. Donc, moi, je connais des familles en Guadeloupe où, justement, la personne est décédée parce que les parents ne se sont pas rendus compte que la personne n'avait pas été aux toilettes depuis plusieurs jours. Et occlusion intestinale, infection et décès. Ça, c'est important. Parce que la personne n'est pas capable, le malade n'est pas capable de dire, très souvent. Alors, des fois, quand on a l'habitude, on voit avec un regard, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Mais quand on n'a pas l'habitude, le malade ne sait pas dire. Il ne sait pas dire, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Ou alors ça va se manifester par le fameux trouble du comportement, voilà, agitation ou autre. Exactement. On amène le parent, et ça, il est agité, donc on se dit, c'est la maladie, donc on donne un sédatif, alors qu'en fait, il se passe autre chose. Et souvent, nous, on dit, attention, les troubles du comportement, c'est un peu le sommet de l'iceberg, mais en dessous peut se cacher une constipation, une infection, une rage de dents. Donc ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des complications qu'on ne devine pas tout de suite, parce que c'est souvent des patients pour qui on a un retard dans le diagnostic, parce qu'ils ne savent pas exprimer en fait leur gène, à part en étant par exemple plus agressifs. Parce que des fois, je me rappelle, maman avait des problèmes de dents. Et alors, sur le coup, elle dit j'ai mal aux dents et tout ça. Donc, je lui donne un comprimé. Et puis, alors je lui dis, ça va mieux? J'ai mal aux dents et tout. Et puis après, je lui dis, alors, est-ce que ça va mieux?
mais pourquoi tu me demandes ça? Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle avait oublié. Elle a oublié. Alors ça aussi, ça c'est c'est difficile à savoir parce que elle oublie et puis ou alors elle va répéter 106 fois la même chose. 106 fois, ça aussi 106 fois la même chose. C'est pas évident. Pourquoi? Alors, Marie-Hélène de Capesterre de Marie-Galante demande à Pascal s'il a déjà rencontré cette situation. Donc, sa maman est Alzheimer, elle fait tout ce qu'il faut, mais pourtant, elle est plus proche de son infirmier que d'elle. Aïe. Parce que l'infirmier qui va prendre en charge le patient Alzheimer, déjà, on sait déjà, nous, que c'est un patient qui est difficile. Donc, on va s'intéresser à l'histoire de ce patient. Et s'il parlait beaucoup le créole, par exemple, s'il avait des bulles. Et moi, quand je prends... Pour rentrer un peu dans son univers. Et lorsqu'on lui parle en créole. On lui parle de ses bulles. Et vous savez, il a une petite connexion qui se fait. Il dit, ah ouais, à cette Marguerite, oui. Et donc, le patient s'attache. Il y a le toucher. Il y a après la douche, le sourire. Tu prends, il sent la lotion. Tu lui passes, il sent la main. Et c'est très important. Je lui dis debout, et il se met debout. C'est magique. Donc je peux comprendre que le non, mais ça arrive dans des familles aussi. Ça arrive dans des familles ici où vous avez le malade d'Alzheimer va s'accrocher à une seule personne, alors qu'il aimait les 4 enfants qu'il avait. Il va s'accrocher qu'à un seul enfant parce que c'est ce seul enfant qui le sécurise, qui va lui sourire, qui va avec la manière de le regarder, etc. Et c'est pour ça, en début d'émission, je disais la relation, c'est vraiment important. C'est hyper important. La preuve en est, Christiane nous a dit tout à l'heure que sa maman appelait sa sœur par son prénom jusqu'à ce qu'elle arrive. Oui. Donc voilà, c'est parce que voilà. Alors on a Clarissa des Abîmes qui nous demande: doit-on s'inquiéter de notre santé et de celle de nos proches si nous avons un cas d'Alzheimer dans la famille? Alors, tout dépendra, surtout, je dirais, peut-être de l'âge de survenue de la maladie et aussi, effectivement, de la fréquence, puisque c'est vrai qu'il y a des familles où il y a eu plusieurs cas de maladie Alzheimer. Donc, effectivement, dans ces familles-là, peut y avoir un terrain génétique, prédisposant en tout cas. Maintenant, après, être, on va dire, sensibilisé à la chose, être attentif peut-être, et ne pas hésiter à consulter s'il y a des troubles qui peuvent apparaître. Voilà. Mais dans le cas de génétique, c'est de l'ordre de 1 maximum 2%. Tout le reste, c'est n'importe qui. Hein. Mais voilà, donc, mais comme dit le docteur Basileux, et en Guadeloupe, en plus, oui, il y a vraiment des familles entières qui sont touchées. Et là, après, je ne connais pas pour cette dame, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Georges Dugosier vous demande, monsieur le maître, comment faire pour rentrer en contact avec l'association? Est-ce que vous pouvez laisser adresse et coordonnées? Alors, l'adresse, pour le moment, je suis à la recherche d'un local. On avait un local, mais hélas, on a perdu des subventions, donc on a perdu ce local. Donc, je suis à la recherche d'un local. Et sinon, les coordonnées de l'association, c'est au 05 90 98 94 65. Et le portable 06 90 31 78 38. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons juste faire un petit tour pour un petit mot de la fin. On va commencer avec Pascal. Pascal, je rappelle, qui est infirmier libéral. Donc déjà, moi, ce que je pourrais dire, c'est France Alzheimer fait un super travail. Merci. Continue à aider les aidants, c'est important, parce qu'ils sont épuisés, les accompagner. On ne se connaissait pas avant, je le dis. Et de toutes les façons, il y a les prises en charge sont faites et les professionnels de santé sont présents, donc on va continuer à se battre pour prendre en charge ces malades parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils existent. On doit leur montrer qu'ils existent, quel que soit le temps qu'il leur reste, ce qui va se passer par la suite, et leur donner de l'amour. En fait, ils ont besoin d'amour et d'attention, donc on doit continuer à leur apporter ça, en fait. Et je pense que ils ont besoin que de ça.
Merci Pascal Souprayen, infirmier libéral. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Pour vos mots. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On va déjà féliciter Christiane Laborde-Lecomte. Féliciter Christiane pour son courage et à travers les félicitations, féliciter tous ceux et celles qui sont dans la même situation que Christiane. Un petit mot de la fin, Christiane? Eh bien, j'ai pas trop. Du coup, je m'attendais pas à ça. Alors, du coup, bon, j'ai quand même un peu de chance parce que ma maman ne fait pas de troubles de comportement. Hein, et puis, elle aime beaucoup la société. Donc, quand il y a des réunions, et puis elle aimait beaucoup danser, elle aimait beaucoup sortir et tout ça. Donc, je l'emmenais partout à ce moment-là, partout avec elle. Et je pense que ça a peut-être dû stabiliser sa maladie, parce que la société, elle aime bien. Et puis là, on a fêté ses 98 ans lors de son anniversaire et avec une association et donc elle fait beaucoup rire et donc moi je suis contente d'être avec elle, mais quand même c'est un poids qui est lourd et j'espère que le gouvernement va nous sauver avec le Covid pour que je puisse me détendre et partir. Merci Christiane. Docteur Tatiana Basileux. Oui, alors écoutez, merci pour l'invitation. Moi, je veux surtout encourager la population, on l'a déjà dit, à consulter, à ne pas hésiter à consulter en cas de signes précurseurs, mais surtout aussi à se rapprocher de France Alzheimer Guadeloupe et des centres aussi de diagnostic, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a 2 consultations mémoire en Guadeloupe, une au CHU, une à la clinique médico-sociale de Basse-Terre. Puis maintenant, il y a aussi le service de médecine orientation gériatrique de la polyclinique. Donc, il y a des endroits où vous pouvez vous faire dépister, ne pas hésiter à vous renseigner et rapprochez-vous aussi des assistantes sociales, des centres communaux pour mettre en place les aides nécessaires. Bref, ne restez pas tout seul. Voilà. Merci d'être venu. Et puis on termine avec Monsieur le Maître. Avec le slogan de France Alzheimer. T'as vu un peu? Pas seul face à la maladie. Absolument. Il a remarqué. C'est notre slogan. Déjà, merci de l'invitation. Et je pense que il faut parler. C'est une maladie qui, pendant très longtemps, a été cachée. C'était une maladie de la honte. On avait tendance à vouloir cacher son parent. Il fallait pas... il était plus sortable, il était plus... etc. Donc, il faut vraiment parler de cette maladie. Et comme disait Pascal, alors moi, je l'ai vécu en tant qu'aidant familial. On s'occupait de ma belle-mère. Mais c'est vrai qu'on fait des choses avec des malades d'Alzheimer. On les voit rire, on les voit danser, on les voit... on parle. Alors, il y en a qui ont comment dirais-je, qui ont parlé français toute leur vie. Quand ils étaient gamins, ils parlaient créole, mais après, adultes, ils ont parlé français. Et dès qu'ils ont la maladie d'Alzheimer, ça y est, ils retombent et ils se mettent à parler créole, etc. Donc, il faut se mettre effectivement à leur niveau et tout. Mais voilà, ne restez pas seul face à la maladie. Vous avez France Alzheimer, mais vous avez aussi et puis, moi, je voudrais aussi remercier le docteur Tatiana Basileux, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je l'ai appelé au dernier moment parce que c'était le docteur Leila Rinaldo qui devait présenter ce soir avec moi. Docteur Rinaldo n'a pas pu venir. Je l'ai appelé, j'ai dit écoute, est-ce que tu peux venir? Oui, François, je serai là. Non, vraiment remercier docteur docteur Tatiana Basileux. Vraiment la remercier d'être venue et puis courage encore à Christiane, parce que je la connais depuis des années, je connais sa maman aussi. Et sa maman, je l'adore, c'est un bout en train. Alors je comprends son état de fatigue, parce que c'est continuel, c'est tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, tu as une maman qui est géniale et profites-en bien encore. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire merci à nouveau, remercier notre réalisateur ce soir, Kevin, et puis remercier la personne avec laquelle on a travaillé pour mettre en place cette émission. C'est Malika Gioud, qui est la chargée de communication de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Merci Malika, merci encore à vous, merci chers téléspectateurs d'être au rendez-vous chaque jeudi entre 20h et 21h. Eh bien, nous qu'à promo, jeudi prochain, même télé, Soja Connect.